Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. On vous parlera des programmes du week-end, ça sera avec Célia, à découvrir notamment un excellent documentaire étudiant la fabrique citoyenne, c'est ce qu'on vous propose. Ce soir, on reçoit Léo Carman, réalisateur du film La dernière vie de Simon. C'est également en avant-première à 20h15 au Star Syntex. Et nous vous parlerons de coutellerie avec à Strasbourg ce week-end le salon du couteau The Euro Knife Show. L'organisateur Grégory Paul sera avec nous. Voilà pour le sommaire. Avant cela, c'est l'actualité. Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 31 janvier. Alors que les violences faites aux femmes secouent le débat public depuis plusieurs mois, le centre d'accueil strasbourgeois de SOS Femmes Solidarité fête ses 40 ans d'existence. L'année dernière, 2200 femmes ont sollicité ses services rien que dans le Bas-Rhin. La campagne pour les élections municipales se poursuit et parmi notre série de portraits des candidats en lice pour la mairie de Strasbourg, Jean-Philippe Vetter des Républicains. Et puis ce dimanche, c'est la Chandeleur, alors que la plupart d'entre nous célébrons cette fête avec des crêpes, très peu connaissent l'origine de cette tradition. Nous sommes partis sur ses traces. Mais pour commencer, la commission indépendante qui enquête sur les abus sexuels dans l'Église a fait étape à Strasbourg dans le cadre de son Tour de France. Elle a organisé hier soir une réunion d'information et d'échange à l'auditorium de l'ENA. La mission de la commission est de libérer la parole autour des questions de pédophilie et de violences sexuelles dans l'Église catholique et recueillir les témoignages de victimes afin d'éviter la répétition de tels drames. On écoute Jean-Marc Sauvé, président de la commission, au micro de Cécile Motz. C'est 70 ans d'histoire de l'Église et d'histoire de la société française qu'il faut mettre à jour. Et dans une matière des abus sexuels qui est évidemment une matière cachée. Pour faire la lumière, nous avons entrepris un travail d'appel à témoignages et puis aussi un travail d'exploration des archives. Et en outre, nous procédons à des auditions de victimes qui permettent d'écouter les victimes, qui permettent aux victimes de parler, de s'exprimer, ce qui leur est très rarement arrivé. Et aussi, ça nous permet de mieux comprendre les conditions, le contexte dans lesquels les abus se sont produits. Ça nous permet également de mesurer ou d'approcher les conséquences à moyen et long terme de ces abus qui se sont traduits à la fois par un silence prolongé des victimes et en même temps par une souffrance réelle et profonde. Elle œuvre pour la formation et la promotion de l'artisanat. Elle est au service de presque 25 000 entreprises et plus de 5 200 apprentis. Il s'agit de la Chambre de métiers d'Alsace. Et cette année, l'organisme fête ses 120 ans d'existence. Jacques Chirac était venu inaugurer ses locaux actuels en 1999. C'est au tour de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, de célébrer ce nouvel anniversaire à l'espace européen de l'entreprise à Schiltigheim. Un reportage de Fanny Kunz. Être par la tradition, devenir par l'innovation. Tel est le slogan de la Chambre de métiers d'Alsace qui fête ses 120 ans. L'occasion de célébrer un siècle d'évolution de l'artisanat local, un secteur qui a su s'adapter aux nouvelles technologies. Je suis très très heureux que l'artisanat qui représente 30% de l'économie soit aussi bien représenté. La première entreprise de France. L'avenir, c'est près de l'artisan. L'avenir, c'est d'avoir des agents beaucoup plus près qui accompagnent les entreprises artisanales et réduire un maximum le back-office. Pour l'occasion, la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, est venue sur place. Aux côtés de la Chambre de métiers d'Alsace, le gouvernement veut promouvoir l'artisanat, notamment par le biais des politiques publiques territoriales, une manière de rapprocher les habitants de leurs artisans. L'artisanat, c'est fondamental parce que ça fait partie justement de l'aménagement du territoire, de la cohésion des territoires. C'est à la fois bien sûr un service apporté aux habitants, c'est des lieux de formation puisque les artisans ont en général des apprentis et c'est bien sûr aussi la vie sociale de tous les jours avec la présence humaine qui est le terreau, le ferment de
notre société. À l'issue de la cérémonie, une pièce symbolique célébrant les 120 ans de la Chambre de métiers d'Alsace a été dévoilée. Il s'agit d'une borne holographique qui mêle artisanat et nouvelles technologies. Économie toujours, le tourisme dans l'Eurométropole de Strasbourg représente 14 000 emplois, 7,5 millions de nuitées et 4 millions de touristes par an. L'Eurométropole tire le bilan d'un audit commandé en 2018 des comptes et de la gouvernance de l'Office de tourisme de Strasbourg. Un groupe de travail participait à la réflexion et leur conclusion est claire. La collectivité souhaite reprendre la main sur la stratégie touristique du territoire. Ses ambitions, installer une nouvelle gouvernance et entrer dans l'ère du numérique et de la coopération. On écoute Yves Bure, vice-président de l'Eurométropole et président du groupe de travail. L'Eurométropole doit assumer davantage la responsabilité de la promotion touristique. Cette compétence lui revient de par la loi. Aujourd'hui, je crois que l'Office de tourisme vit sur un acquis qui est le patrimoine et qui restera toujours un formidable vecteur d'attractivité. Mais l'Office de tourisme devra veiller aussi à s'inscrire dans une véritable stratégie numérique, ce que font toutes les grandes métropoles, et devra davantage coopérer avec les autres offices, l'Office de tourisme Alsace où les relations sont relativement faibles et les Allemands et notamment Europa Park où elles sont quasiment nulles. Le tourisme, lui, il a envie peut-être d'expériences nouvelles et donc il faut lui proposer d'autres possibilités qui lui donnent envie de revenir et tout cela sans que les flux générés n'indisposent de plus en plus les habitants. Donc il y a une vraie réflexion à mener pour diversifier l'attractivité touristique tout en respectant les habitants qui accueillent les touristes. Et puis, à moins de 2 mois des élections municipales de 2020, la course aux urnes a déjà commencé. Toute cette semaine, nous vous présentons les candidats à la mairie de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Vetter pour le parti Les Républicains. Adrien Labi. Jean-Philippe Vetter, 39 ans, numéro 1 de la liste d'alliance de la droite et du centre. Conseiller municipal d'opposition, le candidat Les Républicains a rallié le centre et une partie de l'UDI. Il va tenter de ramener Strasbourg dans le camp de la droite. Voici son projet pour la ville. Sur la sécurité, il faut qu'on puisse mettre fin à l'impunité des délinquants. La première chose, on met plus de policiers pour pouvoir les interpeller, mais aussi on responsabilise les parents. Quand on voit qu'il y a beaucoup de jeunes mineurs qui ont brûlé des voitures à Nouvel An, au bout d'un moment, les parents doivent se montrer responsables. La deuxième chose, c'est par exemple, lorsqu'on parle de cette bétonisation de la ville, on a construit vraiment trop d'immeubles. Aujourd'hui, on doit revenir à une vision de qualité de l'urbanisme à Strasbourg, mais aussi revégétaliser la ville. Et enfin, l'économie. On n'en parle pas assez. Mais si on veut, par exemple, financer de l'écologie, il faut de l'économie, il faut des entreprises, il faut de la richesse. Et donc, mon ambition, c'est de faire de Strasbourg une porte d'entrée vers l'Allemagne. À droite, on joue la carte d'une candidature en rupture avec la gouvernance des 12 dernières années, renvoyant à leur bilan les adjoints candidats des autres listes. Côté programme, Jean-Philippe Vetter souhaite se nourrir des suggestions des habitants. Différentes réunions ouvertes et thématiques sont organisées, l'éducation, l'Europe, l'environnement ou encore, comme hier soir, l'université. On n'a pas eu envie de construire un projet entre 2 ou 3 personnes et des technocrates qui, sur un bureau, construisent un projet pour des Strasbourgeois. On a envie de construire un projet avec les Strasbourgeois. Et c'est pour ça qu'on a lancé ces carnets bleus qui permettent non seulement à tous les militants et adhérents et au soutien de ma campagne de venir voir les Strasbourgeois, faire beaucoup de porte-à-porte. Les citoyens, ce sont aussi des experts. Ce sont des personnes qui vivent quotidiennement et qui en fait peuvent apporter leur pierre à l'édifice. D'autres ateliers seront organisés. L'équipe ira également à la rencontre des Strasbourgeois et d'ici quelques jours devrait annoncer son programme. Chaque année, une femme sur 10 entre 20 et 59 ans est victime de la violence de son partenaire. Au centre Flora Tristan à Strasbourg, cela fait 40 ans que l'on accueille, héberge et accompagne des femmes victimes de violences conjugales. À l'occasion de cet anniversaire, l'association SOS Femmes Solidarité ouvre ses portes au grand public. Reportage Cécile Motz. Flora Tristan a vécu dans les années 1800. Elle est l'une des premières femmes à avoir obtenu le divorce pour cause de violences conjugales. Aujourd'hui, les locaux de SOS Femmes Solidarité de Strasbourg portent son nom, et cela depuis 40 ans. La raison d'être de cette association ? Accueillir, suivre et parfois héberger des femmes victimes de violences conjugales.
on les reçoit ici. Donc ça, c'est le bureau d'accueil des éducateurs. Dans l'Eurométropole de Strasbourg, l'association propose 56 logements. 14 femmes et 25 enfants sont actuellement accompagnés par les 6 salariés et les bénévoles du centre. Un accompagnement qui dure souvent 18 mois. C'est de les accompagner aussi bien dans la question de l'appartement, là où nous les avons logés, mais ensuite, c'est la question juridique, prendre un avocat, démarche judiciaire, police, gendarmerie, médicale. Et ensuite, il y a la question de l'argent. Quand elles arrivent, elles peuvent se retrouver sans aucun argent, sans aucun vêtement. Donc des choses essentielles comme ça dont on va s'occuper au départ. Il y a des moments extrêmement difficiles. Me vient en mémoire le décès d'une dame qui était passée par chez nous et qui a été tuée quelque temps après par son ex-conjoint. Alors c'est sûr, mais c'est sûr que quand on est une équipe et une association forte, on se relève et puis on y retourne. En plus des violences physiques, 60 à 70% des cas sont souvent des violences psychologiques, sexuelles, administratives ou encore économiques. Ces dernières années, on a effectivement vu pas mal de changements. Alors, il y a évidemment l'affaire Weinstein et le MeToo et Balance ton port, les deux hashtags les plus emblématiques qui ont fait suite à cette affaire, qui ont libéré effectivement la parole. Il y a plus de femmes qui parlent, qui osent parler, il y a plus de plaintes qui sont déposées, même si elles ne sont pas toutes amenées jusqu'au bout. Mais en tout cas, effectivement, oui, il y a beaucoup plus il y a une prise de conscience des violences conjugales qui n'existait pas. Pour autant, malheureusement, le fond des violences conjugales, qui reste la domination masculine, est toujours aussi présente. Et ça reste un combat de tous les jours qui doit passer par l'éducation et la prévention dès le plus jeune âge. L'association souhaite plus que jamais faire connaître son centre d'accueil et d'hébergement, mais aussi sensibiliser sur les différents types de violences vécues par ces femmes. En 2019, elles ont été 2200 à solliciter SOS Femmes Solidarité, rien que dans le Bas-Rhin. La Chandeleur, c'est ce dimanche et il est une tradition ce jour-là, la confection de crêpes sucrées ou salées. Mais nous sommes nombreux à ignorer l'origine de cette fête. Cécile Motz est partie sur ses traces à Brumath et Rosheim. Ce week-end, c'est la Chandeleur et pour la plupart des Alsaciens, cela rime avec... C'est une fête, c'est le 2 février où on mange des crêpes. Je vais en Bretagne, donc ouais, je vais manger des crêpes, mais non, je pense pas que je vais les faire. Ça va être ma mamie qui va me gâter. On passe une demi-heure à faire la pâte, à faire cuire les crêpes et après il y a tout le monde qui vient manger tous ensemble, quoi. C'est une bonne excuse pour faire des crêpes, mais on n'attend pas forcément la Chandeleur pour faire des crêpes, mais c'est indispensable d'en faire. Indispensable, c'est le mot. Faites maison ou dégustez dans une crêperie, chacun fait son choix, mais la base de la recette est la même. Ici à Brumath, voilà 7 ans que Stéphane réalise des crêpes et il a sa technique. Une crêpe, ça va extrêmement vite. Chez nous, c'est 5 secondes. Et après, la crêpe est beurrée, au beurre salé bien sûr, puisque c'est une tradition. On la plie et le client les déguste après. La galette ne contient que 3 ingrédients, de l'eau, du sel de mer non raffiné et de la farine de sarrasin. On va faire la galette complète, qui est la galette traditionnelle, donc jambon, œuf, fromage. C'est vraiment la tradition absolue. Et la crêpe, on va dire la crêpe au caramel beurre salé, qui elle aussi est un best-seller. Mais avant d'être le jour des crêpes, d'où vient la Chandeleur? Elle serait apparue dès l'époque romaine. Et c'est au 5e siècle que cette fête païenne est christianisée. Le pape Gélas V institue alors la Chandeleur en distribuant des galettes de céréales aux pèlerins. 40 jours après Noël, le 2 février est l'occasion de célébrer la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. C'est un rite que l'on retrouve dans l'Ancien Testament où les premiers-nés d'une famille étaient présentés au temple pour être consacrés, du fait qu'ils sont les aînés, à Dieu. Et c'est pour cette raison que le 2 février est aussi le jour de la fête des consacrés. Et le vieillard Siméon dit de Jésus qu'il est la lumière des nations. Voilà pourquoi, dans les églises, on va bénir des cierges, des chandelles. Les chrétiens ont conservé la crêpe comme signe du soleil, de la lumière. Les crêpes seront donc de la partie ici aussi ce week-end. Et selon certains récits, il était de coutume au Moyen-Âge de faire sauter les crêpes de la main droite
tout en tenant une pièce dans la main gauche. Si l'heureux élu parvenait à faire atterrir correctement sa crêpe dans la poêle, il connaîtrait prospérité et bonheur toute l'année. Alors, défi à relever ? Et pour terminer ce journal, voici l'image du jour, Oliviane. Lionel et son invité vont vous parler tout à l'heure de l'Euro Knife Show qui se tiendra dès demain à Strasbourg. Couteaux pliants, fixes, de poche ou de cuisine, 80 artisans couteliers vous proposeront de simples couteaux ou de vraies œuvres d'art. On a un peu feuilleté les catalogues et pour vous faire plaisir, comptez de 60 € pour le traditionnel couteau suisse, à 830 pour ce pliant très sobre, 1900 pour cette belle courbure et même 8119 pour ce poisson tranchant. Eh bien justement Camille, on va inviter nos invités à nous rejoindre. Célia, venez sur ce plateau. Léo Carman, réalisateur du film La dernière vie de Simon, c'est d'ailleurs ce soir. Et on vient de voir vos œuvres. Grégory Paul, vous êtes l'organisateur de ce salon du couteau. Ça sera ce week-end à Strasbourg. On en parle juste après le temps en Alsace. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à tous, c'est un début de week-end sous la pluie absolument partout. Si vous êtes sur le territoire alsacien, dans le nord de la Suisse ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg, quelques petites éclaircies entre les gouttes du côté de Fribourg. Les valeurs en ce samedi matin, elles seront déjà bien élevées. Il fera 11 degrés dans le col de Saverne ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg, 10 degrés partout ailleurs si vous êtes en Alsace ou dans le nord de la Suisse. L'après-midi, il y aura toujours encore des averses si vous êtes à Wissembourg ou aux frontières rhénanes. Si vous êtes dans le Haut-Rhin, quelques petites éclaircies mais beaucoup de pluie et un temps plutôt sec si vous êtes à Strasbourg ou à Saverne. Les valeurs en ce samedi après-midi, il fera 12 degrés dans le col de Saverne ainsi que dans le nord de la Suisse, 13 degrés partout ailleurs. Votre journée de dimanche, on compte toujours avec la pluie et les valeurs, regardez, il fera 12 degrés au mieux dans votre après-midi. En ce samedi, nous célébrons les Ella, bonne fête. Le soleil se lèvera à 7h59 pour nous dire au revoir à 17h26. Excellent moment à tous et à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et notre invité Léo Carman ce soir pour La dernière vie de Simon. Vous pourrez même voir ce film, ça se passera à 20h15 au Star Syntex. Comment allez-vous Léo ? Mais très bien, merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir, vous êtes réalisateur, co-scénariste de La dernière vie de Simon. C'est une histoire d'amour ou c'est une histoire fantastique ? C'est quoi ? Ah, c'est un peu les deux. C'est une histoire merveilleuse, disons, sur fond d'histoire d'amour, effectivement. Alors c'est un film très particulier dans le cinéma français, c'est un film de genre, un film fantastique. Il y avait Spielberg évidemment, il a fait ces films-là. Quand vous êtes allé voir un producteur en disant « ça c'est mon idée », on va voir la bande-annonce dans quelques secondes et franchement c'est réussi. Ils n'étaient pas un petit peu frileux ? Ah mais on a mis 9 ans à faire ce film. Voilà, c'est bien. Voilà, on aime bien dire que quand on a eu l'idée, les enfants du film n'étaient pas nés. Ce qui est un peu, remet les choses un peu en place. Quoi, donc disons. Vous avez 30 ans, à 21 ans vous avez commencé. On a commencé à avoir l'idée de l'histoire avec Sabrina Beccarine, la co-scénariste du film. J'avais 21 ans et en fait on voulait vraiment faire du cinéma comme le cinéma avec lequel on a grandi. Quoi. Vous avez cité Spielberg, mais voilà, les films comme E.T. Ou comme Édouard en main d'argent de Tim Burton. Voilà, des films qui nous font vivre plein d'émotions dans la salle, les émotions de ventre où vraiment on rit, on pleure, on est ému. Et c'est qu'en sortant de la salle qu'on revient dans la tête et puis on se dit en fait ça nous raconte quelque chose de notre vie. Alors c'est très très bien ficelé quand même le scénario. C'est l'histoire de Simon. Il a 8 ans et en fait, Simon, il a un pouvoir magique. S'il touche quelqu'un, il peut prendre son apparence. Cet enfant a été abandonné à la naissance. Il est accueilli par une famille qui a 2 enfants et ils deviennent, comme tous les gamins, un peu frères de sang. On va le voir dans la bande-annonce. Sauf qu'au détour d'une balade, l'un des enfants va tomber dans une crevasse, va disparaître. Et pour apaiser la douleur des parents, Simon va prendre tout simplement l'identité de leur fils disparu. Bande-annonce. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts ? Je sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres ? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Vous rentrez pour manger, d'accord ? Prêt ? Partez ! Simon, on peut pas aller par là ! Thomas ! Simon !
Simon. Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. J'avais jamais ressenti ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un accident. Maman! Je t'aime. Peu importe à quoi tu ressembles. Ça sortira le 5 février la semaine prochaine. Grégory, je vous ai entendu pendant toute la bande-annonce dire « Waouh, quelle belle photo, quelle belle image ». Oui, effectivement, je trouve que c'est très bien réalisé. C'est pas parce qu'on a ici, mais ouais, c'est des belles images. Ouais. Voilà, c'est un vrai film réussi pour un premier film. C'est féerique. On est dans un autre univers. Pourtant, on y croit. Alors, c'est vrai que ça se transforme, mais ça fonctionne. C'était ça l'idée de départ, c'est la transformation comme quand on est enfant, on veut être quelqu'un d'autre. L'idée de départ, c'était vraiment effectivement l'histoire d'un personnage qui a le pouvoir de se transformer. On se disait, voilà, c'est juste plusieurs acteurs qui ont joué le même rôle, ça va pas coûter trop cher pour un premier film en France. Bon, après, on l'a écrit, ça a un petit peu changé. Ouais. Mais vraiment, ce qui nous intéresse dans le fantastique, c'est de trouver la métaphore, en fait. C'est à partir de là où le fantastique commence à me toucher, c'est quand c'est pas juste un concept rigolo, et c'est que d'un coup, on l'utilise pour raconter quelque chose d'intime et quelque chose d'émouvant. Et effectivement, quand on a eu l'idée que Simon soit un adolescent, ça nous a paru tout de suite émouvant parce que c'est vraiment l'âge où on a envie d'être quelqu'un d'autre. On se dit qu'il faut qu'on soit quelqu'un d'autre pour qu'on nous aime. Et alors que c'est la pire chose à faire. Il a des super pouvoirs, mais vous en avez pas fait pour autant un super héros. Il en profite pas finalement. C'est plus un handicap. Ouais, non, c'est plus un handicap qu'un super pouvoir. C'est un peu comme Edouard en main d'argent, c'est-à-dire qu'il a Edouard, il a des ciseaux à la place des mains, mais en fait ça le handicape plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Super casting. Comment vous êtes tombé sur la plupart des comédiens qui jouent dans le film? Ah bah je les ai cherchés. Il y en a que vous n'avez pas cherché très loin. Si, alors mon frère ne devait pas passer les essais, figurez-vous, il ne voulait pas. Okay. Il m'a dit Léo, c'est compliqué si je passe les essais. Alors, il est comédien, hein, il m'a dit Léo, c'est compliqué parce que si tu me prends, c'est compliqué. Si tu me prends pas, c'est compliqué. Donc il m'a dit, est-ce que vraiment... Et puis je dis, mais Martin, c'est trop bête en fait. Franchement, il y a un rôle qui pourrait être pour toi, passe les essais. Et il a été formidable, tout comme Benjamin Voisin et Camille Clarisse que j'ai choisi. J'ai d'abord choisi les ados avant de choisir leur version enfant. Et l'équipe casting, on a vu à peu près 200. Et, pour les enfants. Ça matche parfaitement. Hein. Et ben voilà, il faut trouver des enfants qui soient à la fois bons comédiens et qui en plus puissent matcher physiquement avec les ados. Et comment on travaille l'aspect purement réalisation, hein, c'est de passer d'un visage à l'autre. Comment est-ce qu'on aborde ce côté-là, très fantastique, hein. Bah, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a en tout 13 acteurs dans le film qui interprètent Simon à un moment donné. Donc c'était vachement passionnant de créer, surtout avec Benjamin et Martin, qui l'interprètent principalement, de créer un personnage qui puisse se partager et de réfléchir à comment est-ce qu'il se présente au monde, comment est-ce qu'il regarde, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il marche. Et cette feuille de route-là, une fois qu'on l'a établie avec eux, je l'ai passée à tous les comédiens, les uns derrière les autres. Et ça, c'est de la direction d'acteur. Complètement, la direction d'acteur et de la création de personnages, vraiment avec les comédiens. Vous voulez qu'il y ait du mimétisme, que 12 personnages ou 12 têtes différentes ressemblent à une seule. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, si l'histoire est bien ficelée et que vous suivez bien le personnage et que les comédiens prennent bien cette posture, cette manière de regarder, vous n'êtes jamais perdu, vous savez à chaque fois où il est. Est-ce qu'on peut parler de vos influences cinématographiques finalement? Parce que c'est votre premier film. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à là? En fait, j'ai découvert le cinéma avec... le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Hook, de Steven Spielberg, qui était l'histoire de Peter Pan qui revient au pays imaginaire. Et en fait, j'adore ce film parce qu'il y a quelque chose de complètement assumé, de décor en carton-pâte, de nourriture en pâte à modeler. Et il y avait quelque chose, une sorte de pacte avec le spectateur qui est de dire « Ok, voilà, maintenant vous rentrez dans un monde magique. Pendant 2 heures, vous savez que c'est pas le vrai monde. Et d'ailleurs, on vous le cache pas parce que vous voyez bien que c'est du carton-pâte ce que vous voyez à l'écran. Mais tous ensemble, on se fait un pacte et on dit « Ok, on va rêver pendant 2 heures et on
on va vivre des émotions, quoi. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est cette envie de s'évader pendant 2 heures, de vivre des émotions que peut-être on vivrait pas forcément dans la vie, et de raconter des histoires qui sont pas les histoires de notre voisin de siège, quoi. Que ce soit des histoires où on rêve et qui nous rappellent un moment quand même notre vie. Est-ce que c'est un film qui coûte cher à réaliser? Non, celui-là, c'est pas un film qui coûte très cher. Alors après, les films, ça coûte cher de faire des films. Après, celui-ci, non, c'est considéré comme un petit film, et c'était le défi d'ailleurs. C'est un premier film, et c'est un film qui a été fait. La moyenne d'âge de l'équipe, c'était 28 ans. D'accord. Et c'était vraiment très important pour moi de m'entourer de personnes qui avaient, voilà, de la même génération, qui avaient grandi avec les mêmes films et qui avaient vraiment envie de ce cinéma-là. Et en France, c'est très compliqué à faire ce cinéma-là. Mais c'est justement ça. Ma question, c'est ça, c'est qu'un producteur, déjà, vous avez eu beaucoup de chance d'en trouver un. On a trouvé au bout de 5 ans. Il s'avère que c'est une vraie réussite, donc tant mieux, le producteur va être content, quoi. Et les spectateurs ce soir alsaciens aussi, mais il fallait quand même y aller, il fallait quand même s'engager, quoi. Bah, on a mis 5 ans à trouver un producteur qui, voilà, où le coup de cœur était plus fort que la peur d'y aller sur ce genre de film. En fait, en France, si vous voulez faire du cinéma, disons, dit populaire, il faut que vous fassiez une grosse comédie avec du casting connu. Si vous faites pas ça, vous faites alors sinon du cinéma dit d'auteur, j'aime pas trop ce terme, disons du cinéma de sujet. Ce qui n'est pas le cas du film. Et en fait, nous, c'est un cinéma qui a vocation grand public, vocation vraiment famille, mais qui n'est pas de la grosse comédie avec des stars, quoi. C'est-à-dire, et alors, pourquoi Spielberg peut le faire avec E.T. et pourquoi nous on peut pas? À quel moment le cinéma français a arrêté de faire du cinéma d'imaginaire? On est quand même le pays de Jules Verne, on est quand même le pays de Cocteau, et je ne sais pas à quel moment en fait on a arrêté de vouloir faire du cinéma d'imaginaire. On a laissé ça aux Américains, on a laissé ça aux Anglais, on nous a même dit quand même le scénario est extraordinaire, on l'aurait fait si le réalisateur était coréen. On a quand même sorti cette absurdité. C'est-à-dire, voilà, en France, on ne peut pas faire ce genre de cinéma, ça nous est interdit. Ben, la preuve que si, ça sera ma dernière question, parce que c'est le public, en fait, qui va donner acte et donner foi à ce film. Ce soir, vous allez le présenter au Star Syntex à Strasbourg, 20h15, hein, donc il faut vous dépêcher. Là, il vous reste 50 minutes, il faut courir. Dernière question, vous l'avez présenté en avant-première dans plusieurs villes. C'est quoi le public, c'est quoi le feedback? Ben, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'a présenté pour la première fois au Festival d'Angoulême en août dernier. On a une standing ovation la plus grosse du festival. Et après, ce qui était génial, c'est qu'on a eu plein de prix du public dans plein de festivals et en même temps des prix du public d'un public jeune, des enfants de 8 à 12 ans, et à la fois des prix du public d'un public beaucoup plus âgé, de seniors même. C'est vraiment un film qui plaît de 7 à 77 ans, comme Tintin. C'est ça. Mais en fait, très bizarrement, on pensait arriver vers les producteurs en disant « Regardez, on a un projet de film qui plaît à tous les publics, c'est génial, on va pouvoir faire plein d'entrées. » Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'ils se disent « Mais à qui on le vend alors ?» Eh ben, faites beaucoup de promos chez mes confrères de la télévision. Bravo Léo Carman pour ce premier film. C'est une vraie réussite. Je vais vous libérer parce qu'il vous reste 40 minutes maintenant. Pour aller au cinéma. Pour aller au cinéma. Vous allez le rencontrer à suivre. C'est les plus beaux couteaux d'Europe que nous a ramené Grégory. Ça sera suivi de Célia avec les programmes de notre week-end sur Alsace 20. C'est juste après ça. L'invité de la rédaction ce soir, Grégory Paul, on parle de coutellerie, des plus beaux couteaux. Vous nous avez fait plaisir, on avait ramené sur ce plateau. Comment allez-vous? Parfaitement bien. 4e édition qui se monte. Près de 1000 personnes l'an passé sont venues à l'hôtel Mercure de Strasbourg. Nous avions 900 visiteurs, oui. Et donc aujourd'hui, il faut faire un petit peu mieux. Ah, toujours. Sauf que 900, c'est déjà énorme. Comment est-ce que vous expliquez le succès très populaire maintenant de ce salon? Déjà parce que le couteau à la base, c'est un outil, le plus vieil outil de l'humanité. On en a besoin tous les jours. Moi, j'ai plusieurs couteaux avec plusieurs destinations et j'en utilise tous les jours, que ce soit le petit couteau de poche pour manger une pomme, couper un saucisson, ou pour aller dans la forêt, pour cuisiner, très important. Donc voilà, tout le monde a besoin d'un couteau et de la même manière, il y a aussi un engouement de plus en plus ces dernières années pour des objets personnalisés, customisés dans le jargon, et on aime avoir un objet unique qui n'est pas le même que celui de l'autre. Alors un Opinel, c'est très bien, il n'y a pas mieux comme couteau pour ce qui coûte. Mais sur une singularité, mais on aime bien avoir quelque chose que les autres n'ont pas, et là c'est l'occasion de trouver à la fois un outil, quelque chose qu'on peut utiliser et qui est unique. Voilà, parmi les couteaux que vous nous avez ramenés, qu'on voit à l'antenne, l'une ou l'autre pièce vraiment que vous trouvez formidable, ça serait lesquelles? Un de mes préférés, c'est celui qu'on voit sur l'affiche. Prenez-le. On voit celui-ci sur l'affiche du salon avec du Morta. C'est du chêne fossilisé qui doit avoir 4-5 000 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est du chêne fossilisé. Ça, c'est du chêne fossilisé, tout à fait. Et puis avec un look de pirate que j'adore et quelque chose. Ça en aiguise en haut aussi ou pas? Non, c'est un contre-tranchant, mais ça peut être aiguisé sur des plus gros couteaux, mais là, dans ce cas-là, ça ne l'est pas. Alors, ce sont des passionnés, évidemment, qui sont venus l'an passé. On en attend autant cette année. Bande annonce.
Allez hop, c'est parti. Enfin un salon près de chez moi. Enfin un salon près de chez moi, ça c'est déjà un super argument. On va laisser les images comme ça, plein pot, hein, vraiment qu'on le découvre, puisque Grégory Paul est notre invité avec nous. Qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est quoi le public? C'est des passionnés? C'est des gens curieux? Il n'y a pas de visiteur type, il y a vraiment de tout, de l'adolescent de 14 ans qui adore ça pour la pêche, aux collectionneurs invétérés de plus de 80 ans qui collectionnent tous les pliants Damas qu'il peut trouver. Il n'y a pas d'utilisateur type, le couteau c'est vraiment quelque chose d'universel, quoi. Combien ça coûte un couteau? Il n'y a pas de prix? Il n'y a pas de prix, ça va de 1 €. Alors, sur le salon, vous allez pouvoir trouver des prix allant d'une trentaine d'euros à plusieurs milliers d'euros. Je n'ai pas encore vu ce qu'il y aurait exactement sur les tables, mais je sais que plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce qui justifie un couteau à plusieurs milliers d'euros, en fait? Surtout le temps de travail utilisé pour le réaliser, et après les matériaux. Et enfin, la notoriété du coutelier également, ça joue beaucoup. Voilà, on rappelle que vous n'êtes pas coutelier vous-même, passionné simplement. Non, malheureusement, je n'ai pas cette capacité, ni cette capacité à la fois technique et artistique de réaliser un couteau. C'est vraiment quelque chose à part. Et voilà, malheureusement, sauf que par votre entremise, on peut trouver aussi des couteaux, sorte de réédition que vous faites un peu comme une sérigraphie. Hein. Voilà, à côté du salon, j'ai également créé une ligne de couteaux basée sur le principe de l'édition d'art. Et donc, je réalise des copies en collaboration avec des couteliers renommés, et je produis de manière mécanique ce qui normalement est fait de manière manuelle et unique. Je le fais à 300 exemplaires en série limitée numérotée, et ces couteaux sont disponibles à la vente, donc moins chers, et on peut les trouver facilement. Est-ce qu'il y a, Grégory, une tradition de la coutellerie très différente d'un pays à l'autre? On le voit, les couteaux japonais, on a tous un peu l'image de ce à quoi ça ressemble. Chez les Français, ou chez les Allemands, ou au Royaume-Uni, c'est différent? Même en Europe, on peut trouver beaucoup de différences dans les styles, dans les utilisations aussi du couteau. En France, on est très sur le pliant de poche. En Allemagne, ça va déjà être beaucoup plus typé chasse. On a aussi des Italiens qui vont faire des choses beaucoup plus baroques, beaucoup plus colorées. Des Russes qui vont venir, on a des exposants russes avec des choses magnifiques. Chaque pays a ses spécificités. Ouais. Pardon. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Est-ce qu'on peut se promener avec tous ces couteaux dans la rue, ou est-ce qu'il y a une règle de taille Ça dépend de la tête qu'on a. Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et j'essaye de travailler avec certains acteurs européens de la coutellerie pour malheureusement amener un petit peu à créer quelque chose et faire du lobbying dans le sens de défendre un petit peu le port et l'utilisation du couteau pliant au quotidien, et de vraiment poser quelque chose de beaucoup plus pour le moment, on peut pas. strict, parce que en même temps, c'est pas très rassurant que quelqu'un ait un couteau sur lui, quoi. Si vous en avez 10 et que vous faites arrêter, on va comprendre que vous êtes un organisateur. Si vous en avez un, c'est toujours un petit peu ça dépend du couteau, ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, surtout du métier qu'il fait. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a quelque chose de réglementé. Malheureusement, en France, ce n'est pas vraiment réglementé, et on travaille dessus. Ça, ce sont des pièces uniques, ce que vous avez là. C'est des pièces qu'on garde longtemps. C'est des pièces qui ont un bois particulier. C'est ça, en fait, qu'on va venir chercher à l'Euro-Knife Show. Voilà, tout ça, ce sont des pièces de ma collection à moi, donc qui est très, très hétéroclite. Il y a vraiment de tout. Moi, pour la plupart, ces couteaux-là, je les utilise parce que j'aime utiliser mes couteaux. Ils ne restent pas dans une vitrine ou dans une poche. Il faut les utiliser, quoi. Donc demain et dimanche, on vient découvrir, mais on peut également acheter. Voilà, techniquement, c'est une vente déballage. Donc les exposants viennent du monde entier pour vendre leur production sur place. Ne ratez pas cela, c'est donc 1er, demain, et 2 février, Hôtel Mercure, Strasbourg. Vous restez avec nous, on va vous montrer un peu les programmes une fois qu'on aura été à la coutellerie. On rentrera et on mettra Alsace Vin. C'est avoir affaire avec Célia. Et on va parler vie étudiante pour commencer. Je sais, ça fait bien longtemps, Lionel, pour vous, mais pour moi aussi. Remuer le couteau dans la plaie.
Étudiants, la fabrique citoyenne, c'est le nom du documentaire qu'on vous propose ce week-end sur Alsace 20. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais un étudiant sur 2 a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins et payer ses études, bien sûr, et près de 20% des étudiants souffrent de précarité. Alors, à travers ce documentaire, nous suivrons les associations d'aide aux étudiants qui leur proposent un accompagnement et un suivi. Alors, ces associations les aident dans leur démarche administrative, défendent leurs intérêts face à l'État et les sensibilisent à la vie citoyenne. On en apprend énormément sur leur fonctionnement, sur leur utilité. Et c'est un document à découvrir samedi à 21h. Je vous propose de découvrir un petit extrait. La FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Première question, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé en 30 ans, depuis la création, depuis 1989 ? Déjà, qu'est-ce qui n'a pas changé? Je pense que c'est cette volonté d'agir quotidiennement et concrètement sur le quotidien des étudiants, avec une double action qui fait un petit peu notre particularité, cette action de projet, directement de service à l'étudiant, par les questions de restauration, par les questions d'accompagnement, et puis cette question de syndicalisme étudiant, de représentation et de défense. Et on continue avec du théâtre, c'est là. Oui, Suzy Stork, c'est la pièce de théâtre qu'on vous propose ce week-end sur Alsace 20. Alors là, il faut que vous soyez prêts. De quoi ça parle? Je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, Suzy, c'est une femme ordinaire, ni intelligente ni bête. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus. Mais Suzy ne veut pas d'enfant. Et le propos de la pièce, c'est la pression sociale que subit cette femme qui ne veut pas d'enfant contre l'avis de tous, mêlée également à une relation conjugale compliquée et plus vraie que nature, qui finira même par mettre le spectateur un peu mal à l'aise, il faut le dire, face à ces disputes de couple un peu trop réalistes parfois, et à plein de péripéties plutôt brutales, je vous en dis pas plus. Une pièce pleine de vrai finalement, mais disons-le, ce n'est pas une franche partie de rigolade. La mise en scène est très statique par contre, mais voilà, mais ça apporte, cette mise en scène apporte vraiment à la réflexion et au propos, parce que c'est tout le sujet de la pièce. Je vous propose de découvrir un extrait. Et mon devoir, si vous retenez ma candidature, sera de faire en sorte de leur laisser penser, pressentir, sentir que chacune d'entre eux est unique. Je suis ce qu'il y a de plus parfait sur le marché, le prototype même de ce que votre entreprise recherche. Les rayons puériculture ont besoin de femmes comme moi. Comprenez, je ne veux pas d'enfant, ce qui fait de moi une personne fiable. Voilà, ça passera ce dimanche à 20h45. Un autre programme, c'est La Bougeotte. La Bougeotte, c'est notre magazine culturel, vous le savez, c'est toujours le dernier jeudi du mois sur Alsace 20. Et ce week-end, vous retrouverez la rediffusion de l'épisode de janvier, toujours présenté par Nicolas Turon. On parlera théâtre, du Pixel Museum qu'on connaît bien ici, ou encore du groupe funk alsacien Les Fat Badgers, littéralement les gros blaireaux. On parle de légendes alsaciennes ou encore de bandes dessinées. C'est à découvrir notamment samedi à 20h, dimanche à 19h. Et bien sûr, d'autres programmations à retrouver sur notre site internet. Petit extrait, c'est parti. Voilà, c'est vraiment bien, c'est samedi 20h. Fat Badgers. Et maintenant, on sort un petit peu. Alors oui, on se rend du côté de Kingersheim, Lionel, dans l'agglomération mulhousienne, pour la 29e édition du festival jeune public Momix. Et oui, pour sa 29e édition qui a commencé hier et qui se termine le 9 février, Momix propose une 50aine de spectacles qui font régaler les plus jeunes, et pas que d'ailleurs. Et cette édition, les Suisses sont à l'honneur, avec pas moins de 9 spectacles qui côtoieront les créations de compagnies françaises, belges, britanniques, danoises ou encore italiennes, des spectacles de marionnettes, du cirque, du théâtre pour enfants, de la danse ou encore du jonglage. Il y en aura pour tous les goûts, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ravir vos enfants et vos petits-enfants. C'est une partie du spectacle est proposée à Kingersheim, comme chaque année, et donc aux alentours du Créa, mais vous trouverez également des lieux partenaires comme la Passerelle à Rixheim ou encore la Filature de Mulhouse. Toute la programmation, bien sûr, est à découvrir sur le site internet de Momix. Vous nous avez tout dit. Merci beaucoup, Célia. Je te de passer un bon week-end. Merci à Grégory. Lui, le week-end, ça sera boulot, merci évidemment. Voilà. Avec l'Euroknife Show, ça se passe à l'Hôtel Mercure à Strasbourg demain après-demain. Les plus beaux couteaux que vous nous avez ramenés, ça a été un plaisir. Moi, ce que je propose, c'est de repartir dans l'actualité alsacienne du Grand Est, une semaine dans le Grand Est avec nos voisins. Et moi, je vous retrouve lundi. Salut.
Ici, votre crevette avec ses agrumes et tranches de betterave Chega, qui est une variété de betterave. Et juste ici, un carpaccio de Saint-Jacques qui est légèrement cheddé avec ses copeaux de jambon Ibérico Bellota, qui est un jambon espagnol. Sur les tables, truffes, foie gras, Saint-Jacques, les clients des Ducs de Lorraine dégustent des mets raffinés et cuisinés avec talent, si l'on se fie au classement du guide Michelin 2020. Le critique culinaire attribue à nouveau sa confiance à cette table d'exception, la seule dans les Vosges à posséder une étoile. Mon fils et moi, on est des fins gourmets. Et on aime la bonne cuisine, on aime le décor et ça, il ne pouvait pas se tromper en m'invitant aujourd'hui au Duc de Lorraine. C'est notre restaurant d'Épinal du coup, et des Vosges. Maintenant c'est le seul étoilé qui nous reste. En plus c'est le local Intramuros à Épinal, c'est l'adresse de prédilection. En coulisses, 6 cuisiniers savent faire pour une 60aine de couverts chaque jour. Des produits nobles dans les assiettes, c'est ce que recherchent les clients d'un étoilé. On essaie de faire évoluer, on est obligé de faire évoluer de toute façon pour suivre les nouvelles modes, essayer de travailler des nouveaux produits qui sortent et en même temps on garde toujours notre base classique, c'est important de garder les bases quand même. Ce travail, cette recherche de qualité est récompensée entre autres par l'attribution des gratifications du Michelin. Alors, quelques heures avant l'annonce des nouveaux lauréats, la tension monte. On travaille toute l'année en gardant l'objectif de faire plaisir et c'est quand même une récompense qui fait briller quand même le département. Cette année encore, la Lorraine a pris cher. Ça fait 2 ans de suite qu'on prend beaucoup. Donc même nous, hier, on n'était pas rassurés. Il y a quand même 3 étoilés Michelin qui ont perdu l'étoile en Lorraine. Nous, on n'était pas rassurés hier. Et on n'est pas rassurés pour l'année prochaine non plus parce qu'on se dit où ça va s'arrêter. La Lorraine garde 10 restaurants étoilés, dont un dans les Vosges. Le guide rouge 2019 avait déjà évincé les barus. Les critères évoluent, mais restent opaques. Michelin, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement sur quoi il se base. Il y a eu beaucoup de restaurants qui ont perdu l'étoile. Pourquoi? On ne sait pas. Ils viennent souvent en anonyme, ils payent leur note de restaurant et 2-3 jours plus tard, ils viennent dans la matinée pour venir voir nos produits, nous demandent des factures, si on travaille bien avec les produits qu'on affiche, savoir ce qu'on travaille, ils traînent un peu en cuisine, voir ce qu'on fait. C'est une visite vraiment complète qu'on a souvent et des fois anonymement, on ne sait pas qui sont venus. L'étoile au Michelin ne fait pas tout, mais apporterait 30% de clientèle en plus, corrélé ou non, depuis la réduction du nombre de restaurants classés au guide 2019. Les Ducs de Lorraine dressent plus de tables et affichent complets les week-ends, pratiquement un mois à l'avance. Entre l'envoi d'un colis ou le dépôt d'un chèque, les clients de passage à la poste de Molsheim ce matin ont eu la surprise d'être interpellés par des agents de la préfecture du Bas-Rhin. Pendant 3 jours, ces derniers vont à la rencontre des citoyens dans les gares, marchés et autres lieux publics pour une opération de sensibilisation à l'inscription sur les listes électorales. Avec une nouveauté cette année, un service en ligne qui permet en quelques clics de vérifier sa situation. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ensemble la démarche pour vérifier Oui. Donc, vous êtes inscrite sur une liste électorale? Oui. Oui. Donc, voilà la tablette. Il faudra décliner votre nom de naissance. Donc, ça permet bien de vérifier que vous êtes inscrit. Après avoir vérifié l'inscription sur la liste de la commune où ils souhaitent voter et répondre à leurs questions, les agents remettent aux passants des documents indiquant les sites internet sur lesquels réaliser leurs démarches. Et parmi les clients ce matin, certains étaient plus ou moins au courant. Là, on a les cartes électorales à la maison, donc on les reçoit. Donc là, on sait qu'on est inscrit, mais c'est vrai que ça permet de voir si tous les membres de la famille sont inscrits ou non et peut-être de faire des démarches justement si on voit qu'ils ne sont pas inscrits. De tête, je vais à la mairie, mais je ne savais pas qu'on pouvait se renseigner sur Internet. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me renseigner là-dessus. C'est toujours un plus, il y a un gain de temps, si on n'est pas obligé de se déplacer, si on ne connaît pas forcément la commune où on arrive, ou si on sait qu'on peut déjà préparer beaucoup de choses avant de devoir se déplacer en mairie, c'est quand même un plus. Là, je vais aller regarder, mais en tout cas, moi, je sais que je suis inscrite, voilà, mais je vais quand même vérifier si tout est correct, parce que c'est donner son avis. On nous donne le choix, la chance de pouvoir donner notre avis, donc il faut s'exprimer. Plusieurs opérations de terrain auront lieu demain matin sur les marchés de Strasbourg et Saverne et au centre-ville de Sélestat, avec pour enjeu de rappeler aux citoyens le droit de voter et les aider dans cette démarche.
Il est toujours utile d'informer les électeurs, d'informer le citoyen dans le cadre de ses droits et en l'occurrence d'un droit fondamental qui est celui du droit de vote dans notre République française et de pouvoir informer sur les différentes possibilités de pouvoir se renseigner sur sa situation électorale. C'est effectivement depuis la réforme de 2019 une démarche qui est aisée, facile de pouvoir faire en quelques instants sa démarche d'inscription sur les listes électorales et de pouvoir, dans les meilleures conditions, exercer son droit de vote. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont déménagé dans une nouvelle commune, il reste encore du temps, jusqu'au 7 février exactement, pour effectuer les démarches en ligne ou à la mairie. Arrivé en Chine fin août dernier, Steven est désormais cloîtré dans sa chambre étudiante, ou presque. Même si Pékin se situe à 1200 km de Wuhan, où s'est déclarée l'épidémie de coronavirus, tout le pays est touché. Le quotidien du jeune Aubois est lui aussi bouleversé. Actuellement, Pékin est un peu vide du coup. Déjà, c'est un peu vide avec les festivités du Nouvel An. Donc, voilà. Mais ça s'est empiré avec du coup le virus. Du coup, tout a fermé, il n'y a pas grand-chose pour manger. Il y a quand même quelques supérettes à l'extérieur du campus qui sont ouvertes, donc c'est là-bas où on va s'approvisionner. À 21 ans, Steven est parti en Chine dans le cadre de ses études en informatique. Aujourd'hui, face à l'épidémie, sa famille le contacte tous les jours, mais lui semble plutôt serein. Au début, il y avait un peu plus d'inquiétude quand même, mais maintenant c'est un peu soulagé. Mais malgré que du coup les cas augmentent. Mais à Pékin, il n'y a pas trop de cas, ça augmente pas trop, donc c'est pas trop inquiétant non plus, mais un petit peu quand même. De fait, les mesures de précaution et de sécurité ont été renforcées sur le campus où il habite. Il faut montrer patte blanche à chaque déplacement hors du site. Pour rentrer et sortir, c'est tout sécurisé, donc il faut montrer nos cartes d'étudiants, etc. pour rentrer. Pour le dortoir, c'est un peu pareil, ils nous demandent d'aller à l'hôpital dès qu'on sort du campus. Donc c'est pas mal sécurisé. Nous, personnellement, on porte des masques, on fait attention du coup au niveau sanitaire. On sort juste pour aller chercher à manger, on se lave les mains en rentrant, et après on reste chez nous. Face à ces restrictions et l'ennui qui en découle, Steven hésite à revenir en France, d'autant que sa rentrée scolaire chinoise, initialement prévue le 20 février, a été reportée à une date ultérieure. C'est un peu long du coup, vu qu'on n'a pas grand-chose à faire. On peut pas trop sortir, il n'y a pas trop d'activités en soi. Donc on passe nos journées dans nos chambres. La plupart se demandent s'il faut rentrer, s'il reste ici, etc. Du coup, personnellement, j'ai regardé un peu les vols et je sais pas trop encore ce que je vais faire. Normalement, je devrais rentrer, après quand exactement, je sais pas. S'il décide d'écourter son séjour, son école nancéenne a déjà assuré qu'il pourrait reprendre son cursus en France à son retour. Il peut aussi décider de faire un aller-retour le temps que la situation soit sous contrôle et rentrer à Pékin lors de la reprise des cours. Des produits de première qualité, une finesse d'exécution et une constance dans la réussite de ses plats, telles sont les qualités que le guide Michelin attribue à Stéphane Schneider, chef étoilé à Sarreguemines. Une reconnaissance qui honore son établissement depuis plus de 40 ans, et pourtant le chef sait que rien n'est jamais acquis. Le restaurant a perdu son étoile durant 3 ans dans les années 90. La journée d'hier a été très compliquée. Pourquoi alors, expliquez-moi. Écoutez, on ne sait jamais quoi, à moins que les résultats ne tombent, je veux dire, on est sûr de rien. Donc après d'entendre des collègues qui ont perdu leur étoile, ça m'attriste beaucoup. J'ai connu ça, donc je sais ce qu'ils vont traverser, et c'est vrai que c'est douloureux. Car la perte d'une étoile, c'est toujours une sérieuse remise en question. Mais ici, le chef a toujours gardé comme principale motivation la satisfaction inconditionnelle de ses clients. Nos clients sont toujours présents. Je pense avec l'étoile ou sans l'étoile. Je veux dire, les gens viennent aussi pour la cuisine qu'on fait. C'est pas le but non plus après d'essayer de faire plaisir au Michelin. Le but du jeu, c'est d'essayer avant tout de faire plaisir à ses clients. Il bénéficie aussi d'une équipe solide. Le second de cuisine, Mathieu Otto, est aussi le Bocuse d'Or France 2017. Ça nous a permis de renouveler un tout petit peu notre cuisine également. On a énormément appris en travaillant ensemble, en essayant d'améliorer finalement certaines choses. Oui. Et en salle, la faïencerie de Sarreguemines sublime ses plats authentiques travaillés avec passion et générosité, le travail de toute une équipe.
Rien qu'en se basant sur l'accueil ce mercredi soir à l'Espace Lac de Gérardmer, on peut dire que c'est un festival qui assurément va en mettre plein les yeux aux inconditionnels du gore, du fantastique ou de la science-fiction. Qu'est-ce que vous servez comme horreur? Moi, des glaces. Tu veux une glace? Glace à quoi? Un peu à tout, aux yeux, aux doigts, Laurent. On parle bien sûr du 27e Festival international du film fantastique de Gérardmer qui a donc débuté avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture, on va y revenir. Festival international car 13 nations sont représentées au travers de 50 films, plus d'une centaine de projections de longs ou courts métrages, hors ou en compétition, avec un hommage tout particulier et baptisé dans les griffes du cinéma français. Alors ça c'est quand même une grande nouveauté cette année, c'est-à-dire que traditionnellement on a toujours rendu hommage à une ou plusieurs personnalités du cinéma fantastique, ça c'est un peu dans la tradition du festival. Mais cette année on a décidé de rendre un hommage global à l'ensemble des grands cinéastes de genre français. Ils sont 21 exactement à venir à partir de vendredi. Bref, jusqu'au 2 février, côté grand public, de quoi se faire tout à la fois plaisir ou peur, c'est au choix. Qu'est-ce que vous appelez un bon film? Un film qui m'émeut, qui peut me faire peur, qui peut me faire rire, tout dépend du film. Qu'est-ce que vous venez chercher ici à ce festival? La peur. Vous avez besoin de vous faire peur? Voilà. Alors la peur comment? La petite peur ou la grosse peur? La grosse peur. Par moment, c'est la grosse peur. Prête à sauter sur votre siège? À fermer les yeux surtout. Les yeux ouverts, c'est mieux pour regarder un bon film. Et d'ailleurs... C'est quoi un bon film fantastique? C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime dans le cinéma de genre, c'est que les histoires, on les connaît déjà. On est dans un univers de codes et ce sera des variations autour de mythes, de figures. Et du coup, ça veut dire que les récits doivent être particulièrement soignés parce que les thèmes, on les connaît. Et la mise en scène aussi. Moi, je viens chercher quelque chose de... Je ne viens pas chercher du frisson. Ça, c'est un cliché. À 44 ans, déjà venue en 99 en tant que membre du jury long-métrage, l'actrice, réalisatrice et scénariste italienne Asia Argento, première femme à être présidente du jury long-métrage, a donc ouvert les festivités. Je déclare ouvert les 27e Festival de Cinéma Fantastico de Gérardmer. Merci. Ce jeudi, le jury enchaînait avec le visionnage de 3 films en compétition et puis, autre moment attendu de tout bon festival, le traditionnel photocall, les pieds dans la neige, et l'occasion pour nous d'une question à la volée, tant à la présidente qu'à un des musiciens du groupe R. Bon, j'espère de voir des films très bien, des films qui vont me surprendre. Je peux pas dire. Je pense que la musique électronique en fait est rentrée dans la musique au cinéma. Et donc du coup, voilà, ça me passionne de voir ça et de voir ce qu'elle a apporté en fait à la musique pour évoluer et pour essayer justement de rendre les choses encore plus parfois que ça peut faire encore plus peur ou encore plus, ça rend les choses un peu plus glauques ou encore un peu plus morbides. En ouverture du festival ce mercredi soir était projeté Snatchers, ce film américain de Steven Seedorf et Benji Clayman. Ils sont 10 longs métrages, 5 courts en compétition cette année pour un verdict dimanche soir.